Le livre de sable. Un recueil de nouvelles de Jorge Luis Borges. Texte lu et sonorisé par Eric Hansen. Aujourd'hui, l'autre. Le fait se produisit en février 1969, au nord de Boston, à Cambridge. Je n'ai pas relaté aussitôt car ma première intention avait été de l'oublier pour ne pas perdre la raison. Aujourd'hui, en 1972, je pense que si je le relate, on le prendra pour un conte et qu'avec le temps, peut-être, il le deviendra pour moi. Je sais que ce fut presque atroce tant qu'il dura, et plus encore durant les nuits d'insomnie qui suivirent. Cela ne signifie pas que le récit que j'en ferai puisse émouvoir un tiers. Il devait être 10 heures du matin. Je m'étais allongé sur un banc face au fleuve Charles. À quelques 500 mètres sur ma droite, il y avait un édifice élevé, dont je ne sus jamais le nom. L'eau grise charriait de gros morceaux de glace. Inévitablement, le fleuve me fit penser au temps, l'image millénaire d'Héraclite. J'avais bien dormi, la veille, mon cours de l'après-midi était parvenu, je crois, à intéresser mes élèves. Alentour, il n'y avait pas un qui-vive. J'eus soudain l'impression, ce qui d'après les psychologues correspond à un état de fatigue, d'avoir déjà vécu ce moment. À l'autre extrémité de mon banc, quelqu'un s'était assis. J'aurais préféré être seul, mais je ne voulus pas me lever tout de suite pour ne pas paraître discourtois. L'autre était mis à siffloter. C'est alors que m'assaillit la première des anxiétés de cette matinée. Ce qu'il sifflait, ce qu'il essayait de siffler, je n'ai jamais eu beaucoup d'oreilles, était la musique créole de la tapera d'Elias Regores. Ces termes me ramena à un patio qui a disparu et au souvenir d'Alvaro Melián de la Finure, qui est mort depuis si longtemps. Puis vinrent les paroles, celles du premier couplet. La voix n'était pas celle d'Alvaro, mais elle cherchait à ressembler à celle d'Alvaro. Je la reconnus avec horreur. Je m'approchai de lui et lui demandai « Monsieur, vous êtes uruguayen ou argentin ?»« Je suis argentin, mais depuis 1914, je vis à Genève. » Telle fut sa réponse. Il y eut un long silence. Je repris. Au numéro 17 de la rue Malagnou, en face de l'église russe? Il me répondit que oui. En ce cas, lui dis-je résolument, vous vous appelez Jorge Luis Borges? Moi aussi je suis Jorge Luis Borges. Nous sommes en 1969 et dans la ville de Cambridge. Non, répondit-il avec ma propre voix, un peu lointaine. Au bout d'un moment, il insista. Moi, je suis à Genève, sur un banc, à quelques pas du Rhône. Ce qui est étrange, c'est que nous nous ressemblons. Mais vous êtes bien plus âgé que moi. Vous avez les cheveux gris. Je lui répondis. Je peux te prouver que je ne mens pas. Je vais te dire des choses qu'un inconnu ne pourrait pas savoir. À la maison, il y a un maté d'argent, avec un pied en forme de serpent que notre arrière-grand-père a ramené du Pérou. Il y a aussi une cuvette d'argent qui pendait à l'arçon. Dans l'armoire de ta chambre, il y a 2 rangées de livres. Les 3 volumes des Mille et une nuits de Leigh, illustrés d'eau forte, avec des notes en petits caractères entre les chapitres. Le dictionnaire latin de Quichera, la Germanie de Tacite en latin et dans la traduction de Gordon, un Don Quichotte de chez Garnier, les Tablas de Sangre de Rivera Intalte, avec une dédicace de l'auteur, le Sartus Resartus de Carlyle et une biographie d'Hamel, et caché derrière les autres, un livre broché, des mœurs sexuelles, des peuples balkaniques. Je n'ai pas oublié non plus une fin d'après-midi dans un premier étage de la place du bourg, du four, corrigea-t-il. Parfaitement, du four. Cela te suffit ?
Non, répondit-il. Ces preuves ne prouvent rien. Si je suis en train de vous rêver, il est naturel que vous sachiez ce que je sais. Votre catalogue prolixe est tout à fait vain. L'objection était juste. Je lui répondis. Si cette matinée et cette rencontre sont des rêves, chacun de nous deux doit penser qu'il est le rêveur. Peut-être cesserons-nous de rêver, peut-être non. Entre-temps, nous sommes bien obligés d'accepter le rêve, tout comme nous avons accepté l'univers, ou comme nous acceptons le fait d'avoir été engendrés, de regarder avec les yeux, de respirer. Et si le rêve se prolongeait, dit-il avec anxiété. Pour le calmer, et me calmer moi-même, je feignis un aplomb qui assurément me faisait défaut. Je lui dis « Mon rêve a déjà duré 70 ans. En fin de compte, quand on se souvient, on ne peut se retrouver qu'avec soi-même. Ce qui est en train de nous arriver, à ceci près que nous sommes deux. Ne veux-tu pas savoir quelque chose de mon passé, qui est l'avenir qui t'attend ?» Il acquiesça sans dire un mot. Je continuais un peu perdu. Mère est en pleine forme, dans sa maison, au coin de Charcas et de Maipú, à Buenos Aires. Mais père est mort, depuis une trentaine d'années. Il est mort d'une maladie de cœur. Une crise d'hémiplégie l'a emporté. Sa main gauche, posée sur sa main droite, était comme la main d'un enfant sur celle d'un géant. Il est mort avec l'impatience de mourir, mais sans une plainte. Notre grand-mère était morte dans la même maison. Quelques jours avant la fin, elle nous avait fait venir auprès d'elle et elle nous avait dit « Je suis une très vieille femme qui est en train de mourir très lentement, que personne ne s'affole d'une chose aussi commune et aussi banale. Nora, ta sœur, s'est mariée et a 2 garçons. À propos, comment vont-ils à la maison ?»« Bien, père toujours avec ses plaisanteries contre la foi. Hier soir, il nous a dit que Jésus était comme les gauchos qui ne veulent pas se compromettre et que c'est pour cela qu'il prêchait par parabole. » Il hésita, puis il me dit « Et vous ? Je ne sais pas le nombre de livres que tu écriras, mais je sais qu'il y en aura trop. Tu écriras des poésies qui te procureront un plaisir non partagé et des contes de caractère fantastique. Tu donneras des cours, comme ton père et comme tant d'autres personnes de notre famille. » Je fus heureux qu'il ne me demandât rien sur l'échec ou les succès de ses livres. Je repris sur un autre ton. Pour ce qui est de l'histoire, il y a eu une autre guerre, presque entre les mêmes protagonistes. La France n'a pas tardé à capituler. L'Angleterre et l'Amérique ont livré contre un dictateur allemand qui s'appelait Hitler la bataille cyclique de Waterloo. Vers 1946, Buenos Aires a engendré un nouveau Rosas, un dictateur assez semblable à notre parent. En 1955, la province de Cordoba nous a sauvés, comme l'avait fait autrefois la province d'Entre Ríos. Aujourd'hui, les choses vont mal. La Russie est en train de s'emparer de la planète. L'Amérique, entravée par la superstition de la démocratie, ne se résout pas à être un empire. De jour en jour, notre pays devient plus provincial et plus suffisant, comme s'il refusait de voir. Je ne serais pas surpris que l'enseignement du latin soit remplacé par celui du Guarani. Je remarquai qu'il ne me prêtait guère attention. La peur élémentaire de l'impossible qui apparaît pourtant, comme certains, l'effrayait. Moi qui n'ai pas été père, j'éprouvais pour ce pauvre garçon, qui m'était plus intime que s'il eût été chair de ma chair, un élan d'amour. Je vis qu'il serrait un livre entre ses mains. Je lui demandai ce que c'était. « Les possédés, ou à mon sens, les démons de Féodor Dostoïevski », me répliqua-t-il, non sans vanité. « Oh, je l'ai pratiquement oublié, comment est-ce ?» Dès que je parlais, je compris que ma question était un blasphème. Le maître russe, trancha-t-il, a pénétré plus avant que quiconque dans les labyrinthes de l'âme slave. Cette tentative de rhétorique me fit penser qu'il s'était rasséréné.
Je lui demandai quels autres livres de ce maître il avait parcouru. Il énuméra 2 ou 3 titres, dont le double. Je lui demandai si en les lisant il distinguait bien les personnages, comme chez Joseph Conrad, et s'il comptait poursuivre l'examen de l'œuvre complète. « À vrai dire, non », me répondit-il un peu surpris. Je lui demandai ce qu'il était en train d'écrire et il me dit qu'il préparait un recueil de vers qui s'intitulerait « Hymne rouge ». Il avait également songé à l'appeler « Rythme rouge ». « Pourquoi pas ?» lui dis-je. « Tu peux alléguer de bons antécédents, les vers d'Azur de Rubén Darío et la chanson grise de Verlaine. » Sans m'écouter, il m'expliqua que son livre chanterait la fraternité de tous les hommes. Le poète de notre temps ne saurait tourner le dos à son époque. Je demeurai pensif et lui demandai s'il se sentait véritablement frère de tous. Par exemple de tous les croque-morts, de tous les facteurs, de tous les scaphandriers, de tous ceux qui habitent à des numéros pairs, de tous les gens aphones, etc. Il me dit que son livre se référerait à la grande masse des opprimés et des parias. La masse d'opprimés et de parias n'est, lui répondis-je, qu'une abstraction. Seuls les individus existent, si tant est que quelqu'un existe. L'homme d'hier n'est pas l'homme d'aujourd'hui, a proclamé un certain grec. Nous deux, sur ce banc de Genève ou de Cambridge, en sommes peut-être la preuve. Sauf dans les pages sévères de l'histoire, les faits mémorables se passent de phrases mémorables. Un homme sur le point de mourir cherche à se rappeler une gravure entrevue dans son enfance. Les soldats qui vont monter à l'assaut parlent de la boue ou du sergent. Notre situation était unique, et à vrai dire, nous n'y étions pas préparés. Nous avons fatalement parlé de littérature. Je crains de n'avoir rien dit d'autre que ce que je dis d'habitude aux journalistes. Mon alter ego croyait à l'invention et à la découverte de métaphores nouvelles. Moi, à celles qui correspondent à des affinités intimes et évidentes et que notre imagination a déjà acceptées. La vieillesse des hommes et le crépuscule, le rêve et la vie, le temps qui passe et l'eau. Je lui exposai mon opinion, qu'il exposerait dans un livre des années plus tard. Il m'écoutait à peine. Soudain il dit « Si vous avez été moi, comment expliquez-vous que vous ayez oublié votre rencontre avec un monsieur âgé qui, en 1918, vous a dit que lui aussi était Borges ?» Je n'avais pas pensé à ces difficultés. Je lui répondis sans conviction. Peut-être le fait a-t-il été si étrange que j'ai tenté de l'oublier. Il risqua une timide question. « Comment se porte votre mémoire ?» Je compris que pour un garçon qui n'avait pas encore 20 ans, un homme de plus de 70 ans était quasiment un mort. Je lui répondis. La plupart du temps, elle ressemble à l'oubli, mais elle retrouve encore ce qu'on lui demande. J'apprends l'anglo-saxon et je ne suis pas le dernier de la classe. Notre conversation durait déjà depuis trop longtemps pour être un songe. Il me vint brusquement une idée. « Je peux te prouver immédiatement, lui dis-je, que tu n'es pas en train de rêver de moi. Écoute bien ce vers que tu n'as jamais lu, que je sache. » Lentement, je déclamai le vers célèbre. L'hydre univers tordant son corps écaillé d'astres. Je sentis sa stupeur presque craintive. Il le répéta à voix basse, en savourant chacun des mots resplendissants. « C'est vrai, murmura-t-il, je ne pourrai jamais, moi, écrire un tel vers. » Hugo nous avait réunis. Auparavant, il avait répété avec ferveur, je m'en souviens maintenant, ce court poème où Walt Whitman se remémore une nuit partagée devant la mer et durant laquelle il avait été vraiment heureux. Si Whitman l'a chanté, observai-je, c'est parce qu'il la souhaitait et qu'elle n'eut pas lieu. Le poème est plus beau si nous devinons qu'il est l'expression d'un désir et non point le récit d'un fait. Il me regarda un long moment. « Vous le connaissez mal, s'écria-t-il.
Whiteman est incapable de mentir. Un demi-siècle ne se passe pas en vain. Au travers de cette conversation entre personnes de lectures mélangées et de goûts divers, je compris que nous ne pouvions pas nous comprendre. Nous étions trop différents et trop semblables. Nous ne pouvions nous prendre en défaut, ce qui rend le dialogue difficile. Chacun des deux était la copie caricaturale de l'autre. La situation était trop anormale pour durer beaucoup plus longtemps. Conseiller ou discuter était inutile, car son inévitable destin était d'être celui que je suis. Je me rappelais soudain une histoire de Coleridge. Quelqu'un rêve qu'il traverse le paradis et on lui donne une fleur comme preuve de son passage. Au réveil, la fleur est là. J'eus l'idée d'un artifice semblable. « Écoute, lui dis-je, as-tu quelque argent sur toi ?»« Oui, me répondit-il. J'ai une 20aine de francs. Ce soir, j'invite Simon Gichlinski au Crocodile. Dis à Simon qu'il exercera la médecine à Carouge et qu'il fera beaucoup de bien. Maintenant, donne-moi une de tes pièces. » Il sortit 3 pièces d'argent et quelques menus monnaies. Sans comprendre, il m'offrit l'une des grosses pièces. Je lui remis en échange l'un de ces imprudents billets américains qui ont des valeurs très diverses mais toujours la même taille. Il l'examina avec avidité. « Ce n'est pas possible, s'écria-t-il. Il est daté de 1964. » Quelques mois plus tard, on m'apprit que les billets de banque n'étaient jamais datés. « Tout ceci tient du miracle, » parvint-il à dire, « et les miracles font peur. Les gens qui furent témoins de la résurrection de Lazare ont dû en garder un souvenir horrifié. » Nous n'avons pas changé, pensai-je. Toujours les références livresques. Il déchira le billet en petits morceaux et rempocha sa pièce. J'avais eu l'intention de la jeter dans le fleuve. La trajectoire de la monnaie d'argent se perdant dans le fleuve d'argent eût illustré mon récit d'une image frappante. Mais le sort en avait décidé autrement. Je répondis que le surnaturel, s'il se produit 2 fois, cesse d'être terrifiant. Je lui proposai de nous revoir le lendemain, sur ce même banc situé à la fois dans 2 époques et dans 2 endroits. Il accepta d'emblée et me dit, sans regarder sa montre, qu'il était en retard. Nous mentions tous les deux, et chacun de nous savait que son interlocuteur mentait. Je lui dis qu'on allait venir me chercher. « Vous cherchez ?»« Oui, quand tu auras mon âge, tu auras perdu presque complètement la vue. Tu ne verras que du jaune, des ombres et des lumières. Mais ne t'inquiète pas, la cécité progressive n'est pas une chose tragique. C'est comme un soir d'été qui tombe lentement. » Nous nous sommes quittés sans que nos corps se soient effleurés. Le lendemain, je n'allais pas au rendez-vous. L'autre non plus, probablement. J'ai beaucoup réfléchi à cette rencontre que je n'ai racontée à personne. Je crois en avoir trouvé la clé. La rencontre fut réelle, mais l'autre bavarda avec moi en rêve, et c'est pourquoi il a pu m'oublier. Moi, j'ai parlé avec lui, en état de veille, et son souvenir me tourmente encore. L'autre rêva de moi, mais sans rigueur. Il rêva, je le comprends maintenant, l'impossible date sur le dollar.